chat. Et avant de donner la parole à notre conférencier, permettez-moi de vous le présenter. Alors, David détient un PhD, il est ingénieur et c'est David Foley. Il enseigne la conception en génie depuis un peu plus de 10 ans. En 2010, il a démarré un projet de doctorat et, bien chanceux, on lui a laissé carte blanche quant au sujet de sa thèse. Après quelques centaines d'heures de recherche et de réflexion, l'idée s'est construite. Développer un outil pour aider les gens à mieux travailler avec la connaissance en exploitant le plein potentiel du cerveau et le travail, les équipes et le travail en équipe. Tout cela allait fondamentalement aider à résoudre tous les autres défis. Depuis, David, il en a fait sa mission. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs. On laisse la parole à notre collègue David. Bonjour à tout le monde. Fait que la présentation va se passer directement dans Relate. Fait que je partage mon écran. Puis, voilà, je pense que normalement, tout devrait être bon. Ça va, David. On voit les 4. Donc, en gros, là, merci pour la présentation, Nicole. Puis aujourd'hui, effectivement, on va passer à travers un outil qui a été développé depuis une 12aine, 13aine d'années maintenant, là, qui est exactement ce que le texte disait, un objectif qui était de développer quelque chose qui allait supporter les humains à travailler d'une façon un peu plus proche de comment le cerveau fonctionne. Puis la présentation, c'est 4 blocs de 10 minutes, en gros. C'est assez flexible. Puis, n'hésitez pas là, à poser des questions là, régulièrement. Je vais m'interrompre probablement à chaque bloc là, pour répondre à des questions. Même pendant les blocs, là, si je vois qu'il y a des questions, là, je vais pouvoir répondre. Donc, en gros, on va regarder un petit peu la fondation, tu sais, les fondements comme plus théoriques. Il y a des bases là, qui viennent de plusieurs types de sciences, là, si on veut. Ensuite, on va regarder vraiment c'est quoi le résultat, qui est les espaces conceptuels. C'était pas le nom qui s'apportait au tout début, mais depuis 2 ans, c'est le nom qu'on lui donne, le principe vraiment de la structure d'information qui a été développée au fil des itérations puis des recherches. J'ai passé un peu de temps sur des modes d'utilisation. On a fait plusieurs projets pilotes, donc des façons d'utiliser qui peuvent être intéressantes, qui peuvent inspirer des modes d'utilisation. Mais clairement, ici, dans la dernière boîte, il y a aussi autre. Là. Il y a d'autres façons de l'utiliser qui peut être développée. Puis on va regarder rapidement comment commencer. Comment on l'utilise, si vous voulez l'utiliser, c'est quoi le chemin le plus facile pour être up and running. Voilà. Donc, allons-y. Allons avec probablement les fondations. Le principe, la grande idée, c'était si on a un espace qui est capable d'exprimer facilement ce qu'il y a dans notre tête, on va avoir un paquet de bénéfices. Puis l'idée, c'était justement de créer cet outil-là qui est capable d'exprimer les choses comme elles sont dans notre tête. Puis les bénéfices qu'on en ressort, qu'on y pense, c'est que si on est capable de bien exprimer notre pensée, notre réflexion, bien, individuellement, la personne va être capable d'externaliser sa cognition sur un médium qui est assez flexible, assez proche de comment la personne pense. Donc, ça va ajouter sa capacité de réflexion, ça va permettre d'avoir une rétroaction sur ses travaux, de faire de l'ordre dans ses idées, de développer sa propre pensée. Mais aussi pour l'éducation, ça permet de bâtir ta connaissance puis d'avoir un miroir de ce que tu apprends sur un médium qui est un peu une réflexion de ta tête. Ensuite, pour l'équipe, le fait d'avoir un système de communication qui est efficace pour transmettre les idées, ça permet à une équipe d'avoir une vision commune, de bâtir une vision de ce que les autres ont pensé, de comprendre ce que les autres ont dans leur tête, puis que finalement, on aligne les idées et qu'on communique là, finalement tout ensemble. Et puis pour l'enseignement, oui, ça peut être pour un gestionnaire, là, mais la capacité de bien voir et de comprendre rapidement ce que les autres ont pensé, ça permet de donner des meilleures rétroactions, ça permet d'évaluer aussi le niveau d'apprentissage ou le niveau d'acquisition des choses qu'on voulait évaluer. Fait que ça, c'est la grande idée. Maintenant, mais comment on fait ça? Puis là, je vais parler un peu des sources théoriques un peu plus après. Quand on regarde un paquet de domaines de recherche, par exemple, on regardait beaucoup les sciences cognitives au début, mais aussi des éléments de sociologie, des théories d'éducation,
comment un expert, il y a des domaines, des gens qui se sont penchés sur comment un expert organise sa connaissance, comment un expert par rapport à un novice va travailler pour résoudre ses problèmes. Fait qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été développées pour finalement nous informer sur comment on devrait structurer de l'information. Mais c'est plein de domaines différents, puis ça implique des mots différents, c'est une énorme synthèse. Mais ce qui en est ressorti, c'est des requis très, très fondamentaux de ce que devrait être une plateforme ou un outil pour supporter un humain en train d'essayer de résoudre un problème complexe ou essayer de comprendre un problème complexe. Puis l'apprentissage fait partie de ça. Mais premièrement, on veut quelque chose qui est cohérent avec les modèles de la cognition humaine. On va regarder tantôt comment que Relate, les espaces conceptuels font ça. Fait qu'on veut quelque chose qui est cohérent. Donc, représenter des niveaux d'abstraction de la connaissance. Les concepts, la façon qu'on réfléchit, c'est beaucoup en niveau d'abstraction. On a des concepts qui représentent beaucoup de choses, mais qu'on les manipule comme étant une chose dans notre cerveau. Par exemple, quand on parle d'une voiture, d'une auto, le concept auto qui est associé au mot auto, en fait, contient beaucoup plus d'informations. Surtout pour un gars en mécanique comme moi, il y a plein de choses là-dedans tous les mécanismes, comment ça fonctionne, tous les éléments de la voiture, c'est tous des morceaux qui font partie du concept de l'auto. Mais quand je pense à une auto, je n'ai pas besoin de penser à tous ces détails-là. C'est vraiment le concept que je manipule. Ensuite, on a beaucoup de liens entre les informations. En fait, les liens entre les informations, c'est de la connaissance. Le fait que je dis la pomme coûte 3 $, c'est un peu cher pour une pomme, on vous allez me dire. La pomme coûte 3 $, le fait qu'il y ait l'information pomme, 3 $ coûte, il y a un lien entre les deux, c'est une connaissance. C'est le prix d'une pomme, c'est une connaissance, c'est le lien entre deux choses. Fait que les liens sont hyper importants, puis il y a quelques liens, 8-9 liens fondamentaux là, selon les modèles de cognition qu'on fait régulièrement. C'est la causalité, les catégorisations, ça fait partie de. Il y a des liens qui reviennent, puis il faut être capable de les représenter efficacement. Ensuite, il faut que ça soit flexible et semi-structuré parce que le cerveau, ce n'est pas une structure, ce n'est pas des lignes puis des cases qui s'enlignent. Il y a beaucoup de flou là-dedans. C'est un réseau de neurones. Il y a plein de flou. Il faut que ça soit flexible, mais en même temps, on veut un minimum de structure parce qu'on veut être capable justement de communiquer quelque chose, de pouvoir le réutiliser. Donc, il y a quand même une structure à sortir. Fait puis on veut que la construction de la connaissance elle soit faite à partir de rien. C'est-à-dire, au début, on ne comprend pas bien les choses, donc il faut être capable de placer les morceaux sans trop savoir où est-ce qu'on s'en va, puis au pire, on peut les réorganiser après, au fil de la compréhension. Puis dans la pensée, il y a l'élément de pensée divergente convergente. Fait qu'il faut quand même permettre aux gens d'avoir justement une élaboration d'idées et aussi une décision converger vers des solutions puis de rapetisser le champ des possibilités. Ensuite, il fallait quelque chose qui est rapide, multimodal. On parle de quelque chose qui doit être un outil de travail qui n'interrompt pas le flot de travail. C'est-à-dire qu'on travaille, qu'on apprend, qu'on résout des problèmes, faut pas avoir à faire des tâches trop lourdes et supplémentaires, sinon on perd le fil conducteur de notre idée. Puis on ne veut pas avoir à se promener d'une plateforme à l'autre. On veut que tout soit centralisé. Et idéalement, en fait, nécessairement, il faut que ce soit collaboratif. Parce que la collaboration est au cœur de la création de connaissances à la base, quand on regarde les modèles plus socio-constructivistes. Donc, l'élément de collaboration est quand même hyper important et puis ça fait partie aussi de l'engagement, des éléments d'engagement, des aides sociales. Donc, l'aspect collaboratif est important. Fait que ça, c'est le comment, c'est ça qu'il faut que ça fasse. Maintenant, on est déjà dans un espace conceptuel puis on va regarder dans la prochaine boîte, c'est comment on va essayer de résoudre chacun de ces requis-là. Mais avant, passons un petit peu sur un petit historique de comment tout ça s'est développé et comment on a convergé finalement vers ce qu'on appelle les espaces conceptuels. Donc, en gros, ça a commencé en 2010, comme il était mentionné dans l'introduction. C'était le début d'un doctorat où est-ce qu'il y avait tout était à faire. Là, il n'y avait pas vraiment de limite sur. C'était vraiment un projet de recherche. Là. What if? Qu'est-ce qu'on peut, si on essaie de créer quelque chose de complètement nouveau, qu'est-ce qu'on pourrait créer qui pourrait résoudre le défi qu'on essaie de résoudre? Et puis, on a regardé justement un paquet de champs de recherche, incluant l'intelligence artificielle, l'épistémologie, les philosophes même, c'est quoi de la connaissance selon la philosophie, c'est quoi comment la connaissance est gérée dans les entreprises, c'est quoi pour eux de la connaissance? Il y a plein de définitions de ce qu'est de la connaissance.
Puis évidemment, l'apprentissage était au cœur aussi de ces lectures-là. Pour designer, finalement, en fait, pour créer une synthèse qui était tout orientée autour de la théorie de l'activité de Vygotsky, qui est un grand nom quand même en psychologie, ça permettait de réunir finalement plein de morceaux de solutions dans des mots différents, mais de les réunir dans un cadre conceptuel commun, qui était notre façon après de prendre ça comme notre blueprint, j'ai oublié le mot français, c'est blueprint qu'on dit en ingénierie souvent, là, qui était notre plan de base. Là, voici ce qu'il faut que ça fasse. On a fait le projet, on l'a conçu, on l'a designé, on l'a fait essayer par des étudiants dans des projets pilotes, généralement en génie. Puis on a fait ça 4 fois. À quatre reprises, on a conçu une application avec des principes de structuration, de fonctionnement. On l'a essayé, on a récolté des données, présenté, redesigné par rapport à ce qu'on avait récolté. Puis on a avancé dans le temps à peu près jusqu'en 2020. Ça a pris quand même une dizaine d'années d'itération pour converger vers ce qu'on appelle les espaces conceptuels qu'on va voir aujourd'hui. Fait que ça, c'est les fondements, là, la grande histoire puis les fondements de la plateforme. Je ne sais pas si... Est-ce que vous avez des questions par rapport juste déjà à ces fondations-là? Puis, vous avez des questions à poser, ne vous gênez pas, là, vous utilisez l'espace Q&R, le module Q&R, ou si vous pouvez commenter, si vous désirez aussi avoir des précisions, ne vous gênez pas. Puis moi, les questions, je vais les voir dans le webinaire chat, j'imagine. Dans le module Q&R, qui est en bas, là, à côté, pour moi, c'est à côté du nombre de participants. Il y a un module où on voit 2 phylactères. Là, Question and answer. Ouais. OK, je vais regarder ça ouvert. Je te le dirai, David, il n'y a pas de problème. Ah, ben, je l'ai ouvert, là. Ça. OK. Donc, passons à la suite maintenant. Ça, c'est intéressant. On essaye de créer quelque chose qui va tout faire ça. Ça a convergé, comme je disais, vers les espaces conceptuels. Donc, sans grande surprise, on est actuellement dans un espace conceptuel. Un espace conceptuel, c'est entre autres inspiré des schémas conceptuels qui sont plus deux dimensions avec les schémas conceptuels qui sont un concept avec un nom, avec une ligne nommée qui permet un lien nommé qui permet de lier 2 concepts. Puis on disait tantôt, la connaissance, justement, souvent, c'est la liaison, la relation entre 2 concepts, entre 2 morceaux. Donc, c'était vraiment un élément fondamental. Mais on a été chercher des éléments aussi beaucoup plus, les niveaux d'abstraction, qui sont un des éléments forts de la cognition humaine, qui fait que chacun des concepts, on peut l'ouvrir et ça devient un espace d'élaboration de ce concept-là. Fait qu'on est dans une structure, ici, je vais le montrer dans cet espace-là ici, que j'ai préparé déjà ouvert ici. On est dans un espace où est-ce que chaque concept peut contenir beaucoup plus d'informations et où chaque concept peut être pris et réutilisé à d'autres places. Ça reste des éléments qui restent synchronisés. Fait que c'est une réflexion, c'est un miroir du concept vraiment comme dans le cerveau. Fait qu'on a vu tantôt, ça, c'est les éléments qu'on voulait être capable de réaliser. Fait qu'on va regarder à quoi ça ressemble dans chacun des éléments des espaces conceptuels. Premièrement, des niveaux d'abstraction, on est en train d'en parler. C'est le fait d'être capable de dire, j'ai un concept, si je veux ajouter de l'information, je l'ouvre. Puis à partir de là, j'ai déjà de l'information. Ben là, normalement, très vite, là, si je ferais un nouveau concept, j'aurais de l'information. Je suis bien sûr de bien comprendre, là, David. Là, c'est comme si on était dans un cours de biologie où l'enseignant demande à ses étudiants de fournir de l'information, de produire quelque chose en lien avec des demandes qu'il a faites auprès de ses étudiants. J'aimerais ça comprendre. Oui, en fait, il y a plusieurs façons d'utiliser. Soit qu'un espace conceptuel peut être une page blanche qu'on laisse aux étudiants, ou peut être un chercheur ou quelqu'un qui a un désir d'apprendre. Puis, c'est son espace pour prendre ses notes, mais dans un format où est-ce qu'il organise l'information dans la structure de l'information. C'est-à-dire, moi, je suis en train de lire sur des éléments de la biologie, bien, je vais partir d'une map vide, puis je vais créer ma connaissance à partir de 0. C'est une façon d'utiliser. Il y a des façons où est-ce qu'on pré-structure l'information. On pré-structure comme si ce serait un cours sur la biologie. On parle de la cellule. Ensuite, on va parler de l'évolution, la taxonomie, la biologie humaine.
Puis même, en fait, ça peut être des cours séparés. Ça peut être le cours de biologie humaine a été donné dans une autre session, puis a été ajouté à proche de la cellule parce qu'il y avait un lien avec la connaissance antérieure. Fait que là, on peut pré-structurer, on a déjà donné quelques grandes boîtes, puis les étudiants après peuvent aller les compléter. Puis on peut voir, il y a un projet que j'ai présenté tantôt, que c'est ça qui a été fait pour justement la biologie de la cellule, où est-ce que le professeur a donné les grands morceaux, les grandes catégories de la cellule. Puis les étudiants en équipe devaient faire leur recherche et aller compléter la connaissance de chacune de ces parties-là, mais seulement sur leur partie qui était associée à eux, mais dans un espace où est-ce que toutes les autres travaillaient ensemble en même temps. Donc, ils pouvaient voir aussi le travail de recherche de tous leurs collègues. Fait qu'on peut le regarder là, tantôt, là, celui-là, plus en particulier. Fait que disons, si je reviens un petit peu sur les structures des espaces conceptuels, il y a la notion de concept, il y a la notion de lien entre les morceaux d'information et il y a la notion de certains types de liens qui sont différents. Quand un objet est dans un autre objet, c'est un lien de ceci fait partie de ou ceci est un type de. Ce qu'on fait dans des schémas 2D, souvent, c'est qu'on va rajouter des flèches pour dire ça, disons, je vais prendre l'auto. L'auto a des roues, a un moteur, a. Puis là, c'est comme si on ajoute des relations, mais tout le temps avec des flèches. Mais une partie de ces flèches-là sont représentées de façon un peu plus naturelle par le fait que c'est dans le concept. Exemple, la cellule contient, dans ce cas-ci, la membrane, le cytoplasme, le noyau. Le noyau, ben, l'information par rapport à nous, tu as l'enveloppe nucléaire, les chromosomes, les nucléotides. Les chromosomes contiennent l'ADN, puis après, on peut aller voir dans l'ADN la recherche que j'ai faite sur l'ADN, puis on peut voir justement différents types de contenus, là, des images, des vidéos YouTube, ça peut être des dessins aussi qu'on fait à la main. Mais ça permet de finalement tout le temps structurer l'information, un peu comme ça, c'est basé sur l'expertise, du plus général au plus spécifique. Donc, on a une structure où est-ce qu'on voit généralement la vue d'ensemble de l'information. Fait que ça, c'est la vue d'ensemble des choses en biologie, là, de la cellule, l'évolution, taxonomie. Mais quand je m'en vais dans la cellule, je m'en vais dans le plus spécifique par rapport à la cellule, puis je peux aller chercher de l'information de plus en plus spécifique aux besoins. Fait que c'est une structure d'information qui est basée beaucoup sur la structure comment un expert organise son information. Puis, il y a différents types de liens qui sont supportés. Ensuite, c'est relativement flexible et semi-structuré parce qu'on peut quand même placer les boîtes de différentes façons. Quand on commence à apprendre, on place nos premières boîtes, on essaie, disons, bon, je vais encore parler de voiture, là, disons, il y a un moteur, mais il y a aussi quelque chose avec une suspension. On parle de différents morceaux, disons, en mécanique, là. Puis, finalement, les deux sont attachés sur un frame. Fait que, tranquillement, je développe de la connaissance. Frame en français, ça serait cadre. C'est vrai? C'est ça qu'on dit, cadre. Puis, on développe de la connaissance pendant qu'on est en train d'apprendre, mais finalement, on se rend compte que ce lien-là, il n'est pas bon. Je vais aller plutôt comme la suspension est directement sur le cadre tient la suspension, le moteur il est dans le cadre. Puis là, bon, on réorganise l'information, incluant ajouter de l'information dans différentes catégories. Ton moteur, finalement, fait partie de. Oups, je l'ai brisé. J'étais allé trop loin. Bon, fait partie de suspension. Fait que là, on a tout le système de l'auto qu'on a développé et qu'on a commencé à élaborer. Fait qu'on a, bon, finalement, un genre de système flexible. On peut avoir différents types d'outils, comme par exemple des images, des liens, du texte, etc. Puis c'est collaboratif, chose qu'on ne voit pas, parce que là, je suis tout seul dessus. Mais tout ce qui se passe ici, c'est comme ceux qui connaissent Miro, Mural ou ces trucs-là, c'est en temps réel. Fait que plusieurs personnes peuvent travailler en même temps, puis c'est en temps réel, là, comme un Google Doc ou fait qu'on peut travailler ensemble en équipe et développer un espace de travail qui est commun. Puis peut-être un dernier morceau, il ne faut pas trop que je m'étende, mais on a vu tantôt, on était dans l'ADN, on était ici, hein, il y avait la mutation génétique, là. Il y a la source, les types. Tout ce qui va se passer ici, ça, je l'ai mis en highlight parce que c'est un exemple d'un concept que je vais réutiliser ailleurs. Mutation génétique, si je le réutilise quand je vais travailler sur l'évolution, on le voit ici, mutation génétique est ici. Ce concept-là, c'est exactement le même concept, c'est la même unité. Fait que si je change des choses ici, par exemple, on se rappelle qu'il y avait source, je vais faire des liens, puis je vais juste changer les couleurs. Là. Bon, je l'ai délité à la place. Là.
ce vert, là. Bon, si je reviens, on va se rendre compte que dans le noyau, ben, mutation génétique sera rendue source avec truc vert puis la vidéo. Fait que c'est vraiment la même unité de connaissance qu'on aurait utilisée ailleurs qui reste synchronisée en temps réel. Fait que ça fait le tour des grands morceaux des espaces conceptuels, point de vue des structures. Puis ici, on voit un petit peu pour les éléments de créativité, on peut dessiner, on peut amener des documents web. Là. Un lien web, c'est un copier-coller. C'est beaucoup de copier-coller. On amène le lien web, puis après, ça devient un lien qu'on peut réutiliser. Là. On peut faire document Google Doc aussi, ça marche bien. Fait qu'on peut ramener les différents types d'outils qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Là. Fait que des documents, des liens web, des images, des vidéos. Fait que le but, c'est de rassembler l'information ensemble, puis de pouvoir l'interconnecter, puis de bâtir son espace soit de projet ou d'apprentissage avec des liens. Est-ce que je peux te poser une autre question, David? Oui, certainement, parce que... À supposer qu'un étudiant, bon, je me rends compte que Relate, finalement, c'est un espace conceptuel qui permet soit à un enseignant d'organiser ses idées dans le but de les présenter à ses étudiants, ou qu'un étudiant ou un groupe d'étudiants ont un travail de recherche à effectuer, etc. À supposer qu'un étudiant produit un travail dans Relate, comment est-ce qu'il sait si ce qu'il a produit, parce que c'est ça que je crois le but ultime, que c'est cohérent, que l'organisation des idées est adéquate, que les liens sont appropriés, qu'il a compris en fait ce qu'il avait à produire. Est-ce qu'il y a une sorte d'agent conversationnel, je ne sais pas, qui est là pour lui donner du feedback? Comment ça se passe? En fait, pour l'instant, le feedback, ça reste un feedback par un professeur. L'avantage, c'est que la vitesse de compréhension de ce que l'étudiant a vu, a compris, est rapide. C'est-à-dire qu'on arrive dans un espace comme... bon, là, je n'ai pas d'espace ouvert comme tantôt. Si j'aurais ici, quand le professeur vient visiter l'espace d'étudiant, puis voit que bon, l'étudiant il a dit transcription amène vers des mutations génétiques, base nucléotique, qu'est-ce qu'il y a mis là-dedans, puis ça contient des éléments des bases nucléotiques. Assez rapidement, on peut comprendre si l'étudiant il a structuré l'information selon les règles de l'art. Il n'y a pas de feedback d'intelligence artificielle, là, en tout cas pas encore, qui a été créé, mais ça pourrait être dans les développements de projets futurs. Puis là, on parle de peut-être probablement au moins 2 ans. Là, on pourrait éventuellement imaginer qu'il y ait une rétroaction automatisée c'est pas du chat GPT dans ce cas-ci, ça serait une rétroaction sur c'est quoi les liens typiques qui sont faits, puis quand il y en a qui sont pas typiques, on pourrait probablement l'highlighter. Mais clairement, là, on n'est pas rendu là, en termes de... On est vraiment dans l'espace de création. Le feedback, c'est le professeur là, qui est l'intelligence. Okay. J'ai 2 questions aussi qui sont apparues dans le module QER. La première question provient de Gino Réel. Il y a plusieurs questions en fait dans sa question. Est-ce qu'on peut protéger des éléments importants afin qu'ils ne soient pas effacés par un des collaborateurs? Est-ce qu'on peut catégoriser des collaborateurs? Est-ce qu'il est possible d'empêcher une modification tant qu'elle n'aura pas été autorisée par quelqu'un en particulier, un administrateur, par exemple? Oui, en fait, c'est une bonne question, puis je suis comme content qu'on soit là-dessus. C'est une question qui est revenue à partir du moment qu'on a fait des projets en dehors des groupes plus fermés. Là, fait qu'à partir il y a 1 an à peu près. Là. Ça, c'est un requis qui est sorti. Puis on est en train de développer là, cette fonctionnalité-là là, actuellement. Probablement d'ici l'été, ça devrait être fait, d'être capable d'avoir plus d'autorisation granulaire pour que les enseignants aient des droits que les étudiants n'ont pas. Pour l'instant, tout le monde a le droit à tout. Fait que là, c'est égal pour tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on est en train de changer. Puis l'autre question, peut-on catégoriser les collaborateurs? Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire... On respecte un statut, mettons, de super éditeur puis d'accompagnateur, mais que finalement, il y a des rôles, oui. Assigner des rôles, là, on appellerait ça des rôles, là, souvent dans les systèmes d'autorisation. Oui, ça va venir avec le mécanisme d'être capable de bloquer certains trucs. Puis, ben là, je pense que l'autre, ça revient à la même chose. Empêcher les modifications. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand des personnes mettent des sources incorrectes étant donné que c'est en temps réel? Si les gens mettent des sources, tu sais, c'est en temps réel, fait que là, ils peuvent mettre l'information qui est pas la bonne, disons.
Ben, déjà, on le voit, fait on peut donner une rétroaction que ce n'est pas la bonne information. Sinon, on peut donner un commentaire. Je ne suis pas sûr de comprendre c'est quoi la question, mais est-ce que c'est par rapport à est-ce qu'on peut l'empêcher ou est-ce qu'on peut. C'est ça, moi aussi, j'aimerais peut-être ça comprendre, Marie, ce que tu voulais dire dans ta question. En profiter pour aller Tu peux ici. préciser peut-être dans le clavardage ou dans le module QER, là. On verra. OK. Elle dit que ça touche la question précédente. Donc, la question Ah, d'empêcher. Oui, c'est ça, là, OK. OK. Ben. La nécessité d'avoir un modérateur là-dedans là, qui va venir, puis c'est ça qui est ajouté par André Deschênes là, dans l'espace de clavardage. Donc, d'assurer qu'il y a quelqu'un qui vient vérifier, là, un peu comme un travail en équipe, de toute façon, en principe, il y a quelqu'un qui s'assure que tout ce qui a été produit dans le travail se tient. J'imagine que c'est un peu ça. Ouais. Oui, ben, je pense qu'en fait, ça fait même partie aussi des principes de développement de l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est normal, c'est correct qu'il y ait du faux, c'est correct qu'il y ait des erreurs, mais idéalement, c'est une négociation, une construction. Les étudiants, ils voient quelque chose, puis là, ils disent, il me semble que je ne suis pas d'accord avec tel truc, parce qu'ils sont justement dans un espace collaboratif de négociation de sens. Là. Puis ça ne marche pas, puis là, il devrait y avoir une forme de travail qui mène qui devrait converger à la bonne réponse. Puis si ce n'est pas la bonne réponse, tu as l'enseignant qui est là pour dire, regarde, vous avez eu tel chemin de réflexion pour apprendre, je ne sais pas quelle matière. Voici, moi, ce que je vous amène comme information. L'erreur semble être ici. Fait que ça te permet de rétroagir puis de développer finalement quand même le processus d'apprentissage aussi avec ces espaces collaboratifs-là. Après, il y a moyen d'offrir des espaces qui sont déjà tout faits, qui ont déjà toute la bonne connaissance. C'est pas impossible. Sauf que, dépendamment de c'est quoi l'objectif pédagogique, ça peut être la bonne chose ou ça peut être pas nécessairement ce qui est visé. Fait qu'il y a quand même un monde de possibilités là, de comment l'utiliser finalement. Ça reste une page blanche finalement. C'est un outil. Il faut le voir un peu comme un papier. Tu sais, le papier, on peut faire n'importe quoi avec, mais c'est un outil qui permet de faire un paquet de trucs finalement, de structurer l'information dans un format qui est nouveau. J'aime bien le commentaire dans le clavardage de Paola qui dit qu'elle voit bien la pertinence de l'outil qui permet d'avoir un espace de collaboration, entre autres entre étudiants et enseignants. Personnellement, j'ai l'idée de garder l'enseignant comme personne ressource pour le feedback par opposition justement à l'IA, à ChatGPT par exemple, qui permet de mieux encadrer les étudiants et de vérifier leur compréhension. Oui, je suis d'accord aussi pour l'humain dans la loupe. Oui. Alors, on te laisse continuer, mon cher David. Oui, je vais continuer. Un dernier élément intéressant, ça, c'est moins directement lié à la structure des espaces conceptuels, c'est plus des éléments d'enseignement. C'est qu'il y a une couche de rétroaction qui est possible, qu'on est en train de continuer à améliorer, là, mais globalement, actuellement, on peut juste mettre des commentaires, mettre du dessin en rouge pour donner un feedback aux étudiants, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et puis, ce qu'on est en train de finaliser, puis que je pense qui est hyper intéressant, c'est qu'on veut que la rétroaction soit quelque chose qui est une couche de rétroaction sur ce qui a été fait, mais on ne veut pas que ça brise la construction de la connaissance parce qu'on a un espace de construction continue de la connaissance. Il ne faut pas qu'il y ait des taches d'encre un peu partout dans ton espace parce que ça devient ton espace quotidien de travail. Il ne faut pas que les traces de correction restent tout le temps. Fait qu'il y a des couches de rétroaction qui sont temporalisées. Ça veut dire à une certaine période, à une heure bien précise, à 8 heures du matin, le jeudi, c'était la remise de ton espace conceptuel sur tes lectures de la biochimie de quelque chose. Donc, le correcteur ou le professeur peut aller à ce moment très précis-là dans le temps, voir et rétroagir, noter, évaluer ce qui a été fait par l'étudiant jusqu'à cette minute-là bien précise, donne sa rétroaction et puis cette rétroaction-là devient une couche de rétroaction. Là, on peut regarder à quoi ça peut ressembler. Là. Ça, c'est moi qui ai dit, bon, OK, ça, ce concept-là, il y a quelque chose, bonne référence, on fait des corrections, puis on pourrait même avoir une grille d'évaluation. Là. Et puis ça, c'est dans le temps. Mais quand on revient dans le présent, on n'a pas les traces. Il faut vraiment aller chercher. Voici mon évaluation à 8 heures du matin de ce qui était dû cette fois-là. Puis après, l'étudiant peut nécessairement retravailler sa version actuelle, faire les corrections.
mais au moins, on continue de garder un espace connecté. Ce qui est un des défauts, sinon, des autres méthodologies généralement qui ont fait une correction sur quelque chose. Donc, ce qu'on vient de corriger, nécessairement, on l'a un petit peu taché. Là. On va repartir à zéro. Fait qu'on brise la continuité de la construction de connaissances. Puis l'autre élément, c'est qu'on enlève une grande classe de problèmes informatiques, là, du moins, en tout cas, comme professeur, moi, je l'ai vécu, je le vis régulièrement. C'est la remise, on demande des OneNote, des PDF, puis là, il y a tout le temps quelqu'un que ça ne marche pas, puis il y a tout le temps quelqu'un qui dit ah, ouais, mais c'est à cause que j'avais pas d'Internet. Fait que ça enlève toute cette classe de problèmes-là parce que l'heure précise de notes, on a juste à se rendre dans le temps à cette période-là. Il n'y a pas de dépôt nécessaire. C'est comme tout le temps disponible. Fait que ça, c'est la layer de rétroaction. Fait que ça fait le tour un petit peu des grands morceaux des espaces conceptuels, là, les mécanismes, les outils qui viennent s'attacher autour pour la pédagogie, pour l'apprentissage et aussi pour le travail d'équipe. Fait que je ne sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à ça, puis après, on va tomber sur différents modes d'utilisation. OK. En quoi, bon, le titre de ton webinaire, c'est un outil numérique et collaboratif inspiré du cerveau. À ton avis, où est-ce que ça... mon Dieu, peux-tu me dire qu'est-ce qui fait que ça s'inspire du cerveau, ce que tu me dis là, parce que ça oblige l'étudiant à utiliser certains types de réflexion, la pensée divergente, l'organisation, etc. C'est pas tout à fait ça. C'est l'inspiration principale. Il y a trois... Ben, en fait, il y a plusieurs morceaux d'inspiration qui viennent... c'est le cerveau, ça vient quand on étudie un expert, puis la construction de la connaissance, puis il y a plein de modèles. Fait que, on ne peut pas dire qu'on a suivi comment c'est dans un cerveau parce qu'il y a des gens qui disent des choses, des gens qui disent d'autres choses. Puis à un moment donné, l'inspiration principale, c'est la notion de la connaissance, c'est un assemblage de concepts qui ont une expansion. Un concept, c'est l'unité d'un concept en psychologie qui est quelque chose qui représente beaucoup d'informations. Puis dans le domaine de l'expertise, ils vont appeler ça, c'est des chunks, là, chunk of information, là, qui étaient initialement découvert un peu avec les joueurs d'échecs de façon intéressante. Là. Ils se rendaient compte que les experts sont capables de résoudre des problèmes complexes à cause qu'ils ont réussi à créer des structures de connaissances, des concepts qui contiennent beaucoup d'informations. Par exemple, si tu me donnes un jeu d'échecs, ben, moi, je ne serais pas capable de retenir les pièces parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais si tu donnes un jeu d'échecs à un expert en échecs, lui, il va voir 4, 5, 6 morceaux où est-ce que chacun des morceaux, ça, c'est tel type d'attaque contre tel type de défense avec telle subtilité. Puis lui, c'est juste 3 morceaux d'information qu'il a besoin de gérer dans sa mémoire de travail. Donc, il est capable de le gérer dans une mémoire de travail qui est généralement limitée à 5, 7 éléments. Fait que la notion de si on travaille avec des concepts qui représentent des chunks, des morceaux d'information qui englobent beaucoup de connaissances, on a quelque chose qui représente beaucoup plus comment le cerveau humain fonctionne en termes de gestion de la connaissance. Finalement, c'est des concepts qui contiennent l'information. Puis la notion de lien, de différents types de liens. C'est basé sur un modèle, ils appellent ça le conceptual blending. Ils ont identifié 8 types de relations principales que la cognition humaine utilise pour résoudre ses problèmes puis finalement faire sa réflexion. C'est des modèles qui sont un peu basés sur les modèles de langage, mais ça a inspiré beaucoup les éléments de c'est quoi les types de liens qu'on doit être capable de représenter dans une plateforme pour pouvoir représenter l'ensemble des modes de réflexion. Puis, sans que ça soit parfait, ça a été beaucoup inspiré de ça. Puis, il y a possibilité d'aller plus loin éventuellement avec ces modèles de cognition-là, d'aller pousser encore plus loin le parallèle avec des éléments de la cognition humaine. Je ne sais pas si ça répond. Puis après, ben, il y a d'autres trucs aussi sur le sociologique, là, l'espace collaboratif puis le socio-constructiviste. Mais je ne sais pas si c'est un petit peu ça que... Oui, ça va, ça répond bien. D'ailleurs, là, il y a 3 autres questions, David, mais en ce qui concerne la rétroaction en particulier, et le module de rétroaction, il y a Diane qui demande, Diane-Duc, quand est-ce que ça va être prêt à être utilisé, cette rétroaction-là? Est-ce que c'est disponible maintenant? Et où se trouve cette layer de rétroaction-là? OK, la couche, ben, je vais retourner dessus, est-ce qu'on le voit bien? Là? Ça va être plus à peu près vers cet été qu'on pense à sortir officiellement la version là, stable là,
la rétroaction temporelle. Actuellement, la rétroaction est directe. Ça veut dire, là, c'est vraiment comme les médiums normaux qu'on voit partout. Là, tu mets une rétroaction, on va rester là. Pour y accéder, puis là, on voit justement qu'il n'est pas là, il y a un bouton qui est le voyage dans le temps. Qui est dans l'espace l'espace conceptuel, c'est aussi, ça a été désigné aussi dans un requis de registre de conception d'ingénieurs aussi. Quand le projet a commencé, c'était aussi un espace pour développer des projets et ça avait la nécessité de ne pas perdre l'information antérieure parce qu'il y a légalement besoin d'avoir la trace complète de ce qui s'est fait. Mais ça a été intéressant aussi pour la pédagogie parce qu'on peut garder la trace aussi de l'évolution d'un projet et de l'évolution de comment une connaissance a été acquise. Puis l'espace de temps, voyage temporel, ouvre une ligne du temps où est-ce qu'on voit tous les éléments dans le passé et on peut reculer à n'importe quelle période très précise et ça va reconstruire l'espace à cette période-là, à ce moment précis dans le temps-là. Et puis, quand il y a une remise, cette période de temps-là bien précise est annotée avec un symbole. On ne le voit pas, là. Mais on ouvre le voyage dans le temps, on va placer la couche de rétroaction. Fait qu'il y a un symbole dans le temps. Si tu viens ici, tu vas avoir une couche de rétroaction. Puis c'est là qu'on a notre couche finalement de rétroaction. Je ne sais pas si c'est un petit peu flou peut-être parce que je n'ai pas le visuel complet là, pour l'appuyer. Mais en gros, disons que je fais la manœuvre, là, je pèse ici. Là, il y a une ligne du temps, je descends à la période où est-ce que je vais mettre ma rétroaction, j'ajoute, bouton droit, ajouter couche de rétroaction. Et puis là, je peux dessiner, mettre de la rétroaction, etc. Puis l'étudiant, lui, va voir dans son espace de temps, OK, j'ai une couche de rétroaction qui a été mise à telle période. Si je clique dessus, lui va voir la rétroaction. Merci. Il y a Geneviève Dumas qui pose la question, est-ce que la rétroaction donnée à l'étudiant est toujours accessible à tout moment? Est-ce que cet élément de rétroaction est ajouté dans les tutoriels existants? Non. Bien, comme je dis, la rétroaction dans le temps, il faut attendre cet été pour la voir. Je l'ai présenté parce que c'est intéressant et important, je pense. En fait, j'aimerais avoir votre feedback aussi. Là, si nous, on a développé ça ensuite à des feedbacks et à des modes d'utilisation qu'on pense que c'est la bonne façon de faire. Mais s'il y a des éléments à modifier dans ce design-là, c'est encore le temps parce qu'on est en train de finaliser le programme de ça. Là. Mais il faut penser au moins jusqu'à cet été là, pour être certain d'avoir de quoi qui est déployé. Là. Il y a Diane aussi qui demande, j'ai bien hâte de voir des exemples d'utilisation, mais on va terminer la période de questions avec celle-ci, en tout cas la période pour le moment. Comment fonctionne l'inscription des étudiants dans Relate? Est-ce que chacun doit créer son compte? Pour l'instant, chacun doit créer son compte. On y va avec... il y a un login, c'est un login avec des identifiants comme Microsoft ou Google. L'étudiant crée son compte, puis à partir de là, il y a directement accès, puis on peut inviter toute personne qui a un compte, on peut les inviter. Si je fais une recherche, disons, j'écris toutes les personnes qui s'appellent David, qui ont été dans la plateforme, j'ai accès, puis je peux les amener dans le projet. Pour les gros groupes, il y a moyen, on n'a pas automatisé ça. Le but, c'est vraiment de développer un outil qui est solide pour la pédagogie, mais là, pour la gestion de classe et tout ça, on n'a pas d'outils directement disponibles. Par contre, on a fait des groupes de 300 et plus étudiants là, à certains moments. Là, si je regarde sur les... comme ici, le Journal d'une époque, c'était plusieurs classes. C'est toutes des équipes différentes avec des noms différents. On ne les a pas fait manuellement. Il y a moyen de scripter. Il y a moyen de dire, OK, envoyez-nous les listes des 300 étudiants. Dans quel groupe ils vont, c'est quoi le nom des groupes, là, puis on crée un script, on est capable de le faire, mais on n'a pas créé d'outils à la Moodle encore. Là. Par contre, ça a été discuté là, justement à l'Université de Sherbrooke, de peut-être développer un genre de module qui connecterait avec Moodle pour que les groupes qui sont faits dans Moodle puissent être utilisés directement dans Relate. Ceci dit, ça, c'est vraiment pas fait. Mais ça serait un peu la stratégie qu'on pense utiliser. Il y a Geneviève qui disait qu'elle a fait accepter la plateforme auprès de son établissement, puis les étudiants se connectent avec leur compte Microsoft du Cégep automatiquement. Ah, ça, c'est parfait, ça. Parce que c'est avec les cyberattaques, là, ils ont bloqué beaucoup il y a plusieurs... en fait, à Sherbrooke, ils ont juste bloqué tout. Fait que même si nous, la plateforme vient de Sherbrooke, ça a été long avant que Sherbrooke débloque le nom de domaine relate.space. Fait
Fait que c'est des choses des fois qu'il faut faire là, pour qu'on puisse utiliser nos comptes vraiment du cégep là, ou de l'université. Fait qu'il faut demander au service des technologies de l'information, pouvez-vous comme ça s'appelle un whitelisting, là, tu permets à un autre domaine d'être accepté. Là. Puis je pense que c'est ça que Diane génie. Alors, inspire-nous maintenant, David. Allons-y, parce que le temps passe, hein? Mode d'utilisation. Fait que les grands modes d'utilisation, parce qu'il y a plusieurs façons d'utiliser, soit que c'est un outil de construction personnelle de ta connaissance, puis c'est vraiment en mode construction progressive au fil du temps, mais ça peut être un espace aussi de travail en équipe qui a été beaucoup testé, c'est ce qui a été le plus testé. Puis ça peut être des espaces d'apprentissage actifs, collaboratifs ou privés. Fait qu'on va regarder différents exemples. Premièrement, regardons le projet intégrateur collaboratif. Ça, c'est ce qui a été le plus testé parce que c'était l'espace de développement pendant les 10 années qu'on a développé la plateforme. Ça a été les projets de fin de bac en génie, qui est un espace parce que tu as des projets assez complexes. Tu as des équipes, fait que tu as des éléments de collaboration, des éléments d'analyse, des éléments d'apprentissage et de rétroaction. Fait que c'est un bon espace de développement. Puis, on a plusieurs projets là, de fin de bac qui ont été créés. Fait que lui, j'ai demandé les accès à Devotion. Fait qu'on peut aller voir Devotion, qui est un projet de cage pour des crabes. Mais c'est pas nécessaire de comprendre l'information, c'est juste de voir à quoi ça ressemble. C'est une équipe de 9 personnes qui ont travaillé pendant 3 sessions là, dans ce projet-là. Mais on voit la notion du plus général au plus spécifique. Et puis, les grands thèmes au plus haut niveau, tu as une définition de projet, version initiale, version plus avancée. Après, il y a du conception, design, prototypage. Il y a de la gestion de projet. On voit les grands éléments de c'est quoi un projet de conception au plus haut niveau. Puis, il y avait aussi un espace qui se faisait des petits mots de la semaine. Là. Puis, si on regarde leur projet de conception, bien, on voit la grande structure de leur projet. Fait que c'est sûr que c'est de la mécanique, mais il y avait une bouée, puis là, bon, il y avait des éléments de la bouée, il y avait un système de déclenchement, il y avait une coque, il y avait un système d'enroulement, le casier. Puis là, chacun des éléments a été développé des fois par des sous-équipes. Là, ça, c'est le système de déclenchement. Fait eux, comment ils ont développé le système de déclenchement? C'est un système avec ils ont fait plusieurs versions. Fait qu'on voit les différentes versions qu'ils ont faites. On a accès au processus de conception de créativité. C'est quoi les choses qui ont été évaluées et analysées. Puis l'élément choisi avec, dans ce cas-ci, les faisabilités, optimisation, les calculs plus les analyses scientifiques qu'ils ont faites pour valider que ça allait fonctionner. Puis nous, c'est des choses qu'on peut donner nos réflexions directement de ça. Bon, oui, c'est une bonne démarche. Non, OK, tu aurais peut-être dû penser à telle hypothèse. Fait qu'on a accès à beaucoup, beaucoup d'informations puis à différents niveaux de profondeur. Fait que ça, c'est un exemple de travail collaboratif d'équipe. Et puis, ça a l'avantage que chaque personne dans l'équipe était capable de rapidement voir c'est quoi que les autres avaient fait et où est-ce qu'ils s'en allaient. Fait qu'il y avait une communication, un partage assez libre de l'information à travers l'équipe qui était relativement efficace comparativement au médium qu'on utilisait avant, là, qui était plus les OneNote. Fait que ça, c'est un exemple pour les projets de conception. Bon, je vais aller sur les autres, puis on passera, je ne vois pas des questions de suite. Apprentissage actif. Ça a été un projet au Cégep Beauce-Appalaches qui ont utilisé Relate pour développer les connaissances sur la cellule. Fait que si on revient sur je revenais PMC, collaboration. Ça, moi, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de projets. Là. On peut quand même classifier beaucoup de projets dans Relate là, comme professeur, mais il y a 6 ans de projets là, qui ont été classifiés, qui sont généralement accessibles rapidement. Là. Biologie ici. Fait que si on regarde le groupe, à quoi ça ressemble, le professeur avait préparé les grands espaces, cytoplasme, noyau, membrane, puis il a assigné des équipes à chacune puis une couleur à chacune des grands morceaux qu'il voulait qu'ils soient développés par ces personnes-là. Puis les personnes qui étaient assignées à des équipes devaient, disons l'équipe 6 était responsable de réticulum endoplasmique. Ça, c'est l'équipe, je pense qu'il y était 3 par équipe, là, 3 ou 4. C'est eux qui ont été chercher l'information sur le web, puis ramener de l'information là, pour expliquer la théorie puis les éléments importants. Fait qu'ils ont bâti ensemble de façon autonome. C'était un peu ça
le gros challenge, là, c'est d'autonomiser finalement les étudiants à apprendre par eux-mêmes, d'aller chercher l'information, de la structurer. Puis le professeur, lui, était plus en mode observateur. Puis il laissait les étudiants aller voir les espaces des autres. Fait qu'il y avait les personnes regardaient un peu les espaces de tout le monde. Puis ils vérifiaient que l'information était correcte. Fait qu'il y avait le rôle de vérifier. Mais il y avait quand même pas un rôle actif d'enseignement, comme de pousser de la connaissance. C'était actif. C'est les étudiants qui devaient le trouver puis collaborer ensemble pour développer la connaissance. Puis voilà. Fait que ça ressemble à ça là, pour le projet apprentissage actif en collaboration. C'était pendant, je pense que c'était un cours de 1 mois là, à peu près là, pour développer ça, les équipes d'étudiants. Construction de connaissances à travers les cours et les parcours de formation, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Il y a 2 projets qui sont en train de se faire là, par rapport à ça. Puis la notion, moi, je trouve que c'est le cœur des espaces conceptuels, où est-ce qu'il y a le plus de valeur, finalement. C'est que on travaille vraiment fort comme enseignant à développer puis à créer quelque chose qui va faire en sorte que nos étudiants ils comprennent la matière ils se basent sur un espace de connaissances qui est vraiment cohérent et interconnecté et solide et persistant dans le temps. C'est un peu présenté par ça ici, un gros schéma de connaissances avec des bonnes connexions entre les morceaux, puis entre les cours, puis on aligne les cours, les projets d'intégration, du feedback, du design pour comme que vraiment les pièces de chaque cours puissent être utilisées pour construire les prochains cours. Mais souvent, ce qu'on remarque malgré tout, en tout cas, ça ne doit pas être le seul qui vit ça, c'est qu'il y a quand même malgré tout beaucoup de silos entre les cours. Puis les étudiants, cognitivement, ils ont tendance à garder les informations d'un cours dans un petit compartiment dans leur tête, puis ils ne connectent pas. Il n'y a pas nécessairement un effort de connecter la connaissance antérieure avec la connaissance suivante. Ce qui fait que ça fait des unités de connaissance qui sont peu réactivées puis qui s'effacent dans le temps, qu'on oublie, ce qui font qu'on perd un petit peu la notion, mais pourtant, on a travaillé vraiment fort pour la structurer, cette connaissance-là. Fait que l'idée, c'est si on a c'est représenté comme une brique, là, si on a quelque chose qui fait en sorte de transformer un peu la façon que les étudiants fonctionnent, on les outille avec un outil comme les espaces conceptuels, à dire, ben maintenant, tu as un outil pour connecter tes morceaux de connaissances de tous tes cours précédents avec ce que tu es en train d'apprendre. Puis que le fait que tu les connectes, justement, tu as moins de travail à faire parce que tu n'as pas besoin de réécrire les morceaux. Là, tu vas les ramener, puis tu es déjà dedans de toute façon. Bien, ça permet aux étudiants de naturellement développer une habitude de connecter avec la connaissance antérieure et donc de réactiver la connaissance antérieure, puis de faire des ponts entre les morceaux. Fait qu'on vient, sans que ça change le monde, ça vient quand même possiblement améliorer assez significativement la capacité à connecter et réactiver la connaissance à travers un parcours de formation. Fait que c'est un peu là, l'exemple qui est ici, là, c'est le parcours de ergothérapie. C'est un projet pilote qu'il y a en ergothérapie justement pour ce mode d'utilisation-là, qui est beaucoup plus gros d'une certaine façon. Ça implique de passer, tu le donnes aux étudiants au début, ce n'est pas un gros effort, mais ça implique un changement un petit peu, les étudiants l'utilisent tout le long de leur parcours. Fait que c'est moins un petit projet qu'un prof peut dire, moi, je vais l'utiliser pour faire un projet, puis c'est juste moi qui le gère. Mais ça, il y a un parcours de formation. On offre le parcours de formation en début. Fait que l'étudiant, il arrive, puis il sait c'est quoi qu'il va voir dans son cours, dans l'ensemble de son programme, là, sur ces 3 prochaines années. Puis au fil de son progrès, il développe, lui, la connaissance dans ces boîtes-là. Fait qu'il remplit son parcours de connaissances, mais il y a tout le temps une conscience de c'est quoi les liens entre les morceaux de chacun des cours. Fait que ça aide à connecter finalement. C'est pas je fais un cours, il faut que je fasse un examen, il faut que je le passe, puis après j'ai un autre cours. C'est dans mon parcours, je suis rendu là, j'ai vu ça, puis je sais que maintenant je vois ça à cause que c'est la suite de ce que j'ai vu dans le passé. Fait qu'il y a cette notion-là qu'on peut essayer d'utiliser, puis que les espaces conceptuels permettent de faire à cause qu'il y a une hiérarchie qui permet de structurer plusieurs milliers, centaines de milliers d'informations dans un format visuellement accessible, relativement facile à gérer. Là, actuellement, je me promène dans des données, là, mais l'espace dans lequel je me promène, je suis pas loin du 100 000 concepts. Si je regarde la base de données, actuellement, il y a proche de 100 000 concepts dans mon espace. Puis, j'ai pas de misère à le naviguer parce que c'est structuré du plus général au plus spécifique. Puis, ça permet de finalement de mettre plein de morceaux ensemble. Je commence je vais un petit peu plus vite parce que je vois que le temps avance, là. Puis après, il y a d'autres façons d'utiliser. Ça peut être des espaces, ils ont été utilisés une fois pour des
du débat. Fait que ça peut être des espaces de débat où est-ce que chaque personne place ses morceaux, puis après, les morceaux qui sont en conflit un par rapport à l'autre, on peut les mettre de couleurs différentes pour montrer, voici, il y a des visions différentes entre telle personne et telle personne. Puis, on va discuter, on va développer le débat autour de ces éléments-là qui sont à débattre. Puis peut-être, je n'ai pas mentionné, là, on peut voir aussi là, dans la rétroaction, là, on peut toujours voir c'est qui a fait quoi. Là. Ici, c'était bon, Eliane Labbé. Là, c'est un peu petit, là, mais on peut highlighter finalement qui a fait quoi. Fait que dans les débats, ça, c'était l'enseignant. Dans les débats, on peut toujours, et dans les projets collaboratifs, on peut toujours apprécier ou rétroagir sur les participations et les contributions de chaque personne dans les équipes aussi. Fait qu'il y a l'élément d'être capable d'évaluer les contributions. Donc, ça fait... Ce diaporama-là est accessible dans Relate à partir du moment où on s'est inscrit dans Relate. Oui, ben là, c'est un espace Relate. Fait que, il n'y a pas vraiment d'autres médiums qui sont capables de supporter ce genre de ce que je fais là. Fait que ce que moi, je vais donner, vous n'allez pas avoir accès au projet là, des étudiants parce que ça, c'est des projets d'étudiants. Moi, je vais vous donner les screenshots de chacune des boîtes là, avec leur contenu pour la version. Moi, actuellement, je suis là dans Relate. Là, j'y suis allé. Où je pourrais voir ta présentation? Il faudrait que je t'invite, en fait, dedans. OK. Je peux t'inviter. Ben, je ne sais pas si ça vaut la peine que je... On va laisser faire d'abord. OK, c'est parfait. Ouais, ben, en gros, je peux quand même montrer comment ça fonctionne l'invitation. Nicole. J'amène finalement ta tête sur le webinaire QPC, puis toi, tu vas avoir vu automatiquement un espace avec un accept ou refuse, là, le projet. OK. Puis là, ben, tu acceptes, l'accept ne disparaît pas, là, fait qu'il faut pas c'est un bug, là. L'accept ne disparaît pas, mais il est accepté. Après, il faut juste rentrer dans le projet, là. OK, parfait. Merci. En zoomant dedans. Avec la souris, là. Maintenant, pour les modes d'utilisation, c'est les grands morceaux. On va tomber justement dans comment commencer à l'utiliser. En gros, ça va avec le site web. Si on clique sur, si on va sur relate.space, on a développé un site web pour essayer de supporter les démarrages. Assez simplement, login va vous permettre de rentrer directement dans la plateforme avec votre compte. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce qui est hautement recommandé, puis là, il y a un peu d'informations, mais ce qui est hautement recommandé, c'est d'aller voir les tutoriels. Okay? Les tutoriels, les 2 premiers tutoriels, puis le 3e pour ajouter des collaborateurs, ont été créés pour que ça soit pas mal suffisant pour que, après avoir vu les 2, en tout cas nécessairement le premier puis le 3e pour inviter, les gens sont capables d'utiliser de façon autonome. Ça prend à peu près 10 minutes. Si on regarde toute la série, c'est comme 20 minutes, je pense, en tout, là, quand on fait la somme. Quand à peu près en 15 et 20 minutes d'apprentissage, on a les bases pour commencer à utiliser la plateforme et être autonome. Puis, ça a été validé, ça, quand même, avec... C'est pas les premiers tutoriels qui ont été développés et améliorés, là. Mais justement, le projet de la cellule là, au Cégep, eux, ils ont seulement utilisé les tutoriels. Là. Moi, je n'ai pas fait d'intervention pour leur montrer comment l'utiliser. Puis, généralement, ça a été bien utilisé. Nécessairement, il y a des gens il y a des éléments qui n'ont pas été compris. Là. Certaines personnes dans les rétroactions, tu dis, bon, OK, ils n'avaient pas vu comment on tassait le fond. Là. Exemple, on peut bouger le fond, mais c'est le bouton au milieu ou droit de la souris, mais ça fait partie du tutoriel. Mais si tu ne l'as pas vu, bon. Mais l'information est là. Fait qu'on on a tout ce qu'il faut pour être capable de démarrer avec le site web, avec les tutoriels. Puis, une bonne façon de commencer, c'est de partir avec un premier projet. Puis, si vous avez besoin d'un exemple de projet, parce que c'est le fun d'avoir un espace qui est déjà créé, qui a de la matière, bien, vous pouvez me le demander. Moi, je peux vous inviter sur des projets existants pour voir ça ressemble à quoi un projet un peu plus substantiel, puis comment que ça peut être utilisé dans certaines circonstances. Puis, pour finir, peut-être, en gros, toutes les personnes sont intéressées à l'utiliser. Là, nous, le but, c'est vraiment que ça soit utile le plus possible. Mais en échange, on a quand même beaucoup de travail qu'on met de notre côté. En échange, on a besoin de rétroaction. On l'offre gratuitement, là, mais je mets entre guillemets parce qu'en échange, on veut vraiment avoir un feedback des gens qui l'utilisent. C'est un peu l'échange de services.
Parce que nous, l'objectif, c'est d'améliorer, de tout le temps rendre ça le plus performant possible pour la pédagogie et pour le travail aussi, là. Donc, on a besoin des rétroactions. Puis, sinon, ben, en fait, communiquez avec moi. Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser sans me communiquer, là, mais s'il vous plaît, communiquez avec nous pour qu'on le sache, qui l'utilise, qu'est-ce qui se passe, là. C'est vraiment, pour nous, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée. Ben oui, ça fait toujours plaisir d'avoir des rétroactions. C'est la raison pour laquelle on demande aux gens d'aller évaluer les webinaires qui sont présentés, mais les taux de réponse ne sont pas toujours élevés, mais enfin, c'est toujours intéressant. Il y a une question de Geneviève Dumas qui pose la question sur le navigateur qui est recommandé pour utiliser. C'est Chrome ou Edge. C'est la même chose, en fait, maintenant, là, mais c'est Chrome ou Edge. Safari ne marche pas du tout. Safari, on n'a pas mis l'effort parce qu'on a une certaine quantité de ressources qu'on est capable de déployer là, dans le développement. Puis Safari, il y a beaucoup de choses de plus à corriger. Fait qu'on ne s'est pas attardé sur Safari. Chrome, Edge fonctionne bien. Firefox, il y a certains petits éléments qui accrochent. Fait que pour être certain, Chrome ou Edge, là, c'est les navigateurs recommandés. Petite note, la version tablette ne fonctionne pas encore. C'est encore des choses dans le développement. Là. Probablement que la version tablette va fonctionner justement aussi dans le coin de l'été, là. Par rapport à la plateforme. Là. Parfait. OK. Il y avait Diane, ça fait quelques minutes qu'elle ne posait pas de question, là, mais elle se disait, est-ce que ça ressemble un peu relate à les boards de Miro? Moi, je ne connais pas. Là, oui, puis non. En fait, Miro est en 2 dimensions. Fait que tu n'as pas la notion de concept que tu peux manipuler, bouger, changer de place, puis utiliser comme une unité de concept avec des liens. Là. Fait que la structure des espaces conceptuels ne fait pas partie de Miro, mais Miro a la notion de c'est un espace collaboratif temps réel. Fait que c'est le bout qui est pareil avec Miro. Miro, si vous voulez faire des sessions plus courtes, par exemple, une session de brainstorming, c'est idéal. T'sais, Miro, il y a plus d'outils il y a des images, puis il y a des trucs pour voter, puis c'est vraiment fait pour de la session. Une session de travail sur un élément, souvent dans un temps donné, là, d'1 heure ou 2 heures. Ça, ce Miro, il est vraiment bon. Si vous voulez construire quelque chose qui est plus à travers le temps, puis comme qui se développe puis qui a beaucoup d'informations, là, qui évolue, à ce moment-là, ben, les espaces conceptuels sont largement avantageux en termes de capacité de structuration d'informations et d'utilisation des morceaux un peu partout. Fait que c'est la grosse différence. Là. Miro, plus flash, plus rapidement, quelque chose de beau, mais court terme. Merci, David. Merci. C'était vraiment intéressant. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié ta présentation. Puis là, je fais un lien aussi avec ça, puis les robots conversationnels. Comment cette façon-là aussi de présenter l'information oblige l'étudiant d'une certaine façon à être plus créatif et ne pas à conceptualiser sa propre compréhension des choses. Alors, c'est vraiment très intéressant. Il y a Fernand qui demande, oui, l'enregistrement va être disponible là, très bientôt, d'ici à dans 1 jour ou 2. Là. Oui, tout à fait. Merci encore, David. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Je ne sais pas si tu vas au colloque de la QPC. Oui, je vais être au colloque. On va se revoir. Alors, on pourra serrer la pince et merci beaucoup aux participants. Vous avez été très attentifs et très actifs. Alors, on se dit à bientôt tout le monde. Merci à tout le monde.